L'argent est investi dans des produits actifs digitaux, Mmh. ça peut être de Bitcoin et d'autres cryptos, mais également sur des produits de prêt-emprunt d'actifs également, permettent une stabilisation et l'absence de volatilité. Une gestion de patrimoine moderne, c'est de permettre à n'importe quel client de n'importe quelle maison de pouvoir se connecter à n'importe quelle heure et d'avoir la possibilité d'avoir un reporting relativement clair de ses avoirs, de ses risques. Avec l'administration Trump, il souhaitait, ou son mandat, une partie de son mandat était de mettre les marchés financiers on-chain. Son rôle va être modifié. Il sera moins dans l'exécution de certaines tâches qui peuvent être automatisées. Il va magnifier effectivement le conseil au sens noble. J'ai 3 bonnes nouvelles. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes. On va parler de votre argent et on va parler, digitalisation. Comment, l'IA peut faire de vous un meilleur investisseur ou une meilleure, investisseuse? Quels atouts, quelles, limites des algorithmes pour, gérer, votre portefeuille boursier? Quelle place pour, l'humain en gestion de patrimoine à l'heure de l'investisseur, 3.0? Alors pour un podcast, exceptionnel, il faut un invité exceptionnel. Donc j'ai l'honneur, d'accueillir sur ce plateau, du revenu en banlieue parisienne à Levallois, pour ne pas, le citer, Xavier Gomez. Bonjour Xavier. Bonjour Christian. Donc vous êtes ancien banquier. Vous êtes, aujourd'hui entrepreneur, dans les fintech et directeur des opérations, chez, Vancelian. C'est quoi Vancelian? Vancelian est une app mobile, une fintech française qui démocratise l'épargne, qui permet de diversifier son, son épargne via des produits d'investissement et des solutions d'investissement à base d'actifs digitaux. Donc, qui est une société basée dans le sud de la France qui change des fintechs qui sont basés essentiellement à Paris, 40 collaborateurs, dirigés par Gaël Itier, l'associé fondateur. Et donc vous avez, bien sûr, vous êtes, prestataire de services en actifs financiers, vous êtes PSAN, c'est ça? Exactement, on peut rien vous cacher. Vous connaissez la sensibilité des autorités sur tout ce qui a trait à l'argent, à la finance et à l'épargne. Et donc, la gestion de patrimoine est une chose sérieuse. Bien entendu, c'est régulé et nous sommes régulés. Et alors, très concrètement, en fait, quel type de produits vous proposez? Des cryptos, des livrets, du crédit bancaire? On Ça va effectivement à des choses qui sont relativement simples, achat ou vente de crypto, tout simplement. Mais surtout, nous sommes, concentrés, nous avons une marque de fabrique, on va dire, sur, des produits qu'on appelle, des livrets, qui sont, à base, d'actifs digitaux avec, des allocations d'actifs assez solides pour pouvoir fournir des rendements un peu plus élevés que les livrets réglementés qu'on connaît. On a d'autres produits, mais alors, je t'interromps quand même parce que ça, c'est intéressant. Le livret, c'est fait partie des produits, de placement les plus populaires en France. Il y a pas loin, il doit y avoir environ 60 millions de livrets A. Alors comment est-ce que l'argent de ces livrets est investi dans quoi? Quels sont les sous-jacents qui vous permettent, d'offrir un taux de rendement, supérieur à ce qu'on peut voir par ailleurs? l'argent est fourni est, Investi? investi, pardon, dans des, produits actifs digitaux, Mmh. ça peut être, de Bitcoin et d'autres cryptos, mais également sur, des produits de prêt-emprunt, d'actifs également, qui, permettent une stabilisation et l'absence de volatilité. Tous ces produits-là, par rapport à des produits financiers dits traditionnels, sont, on va dire, un peu plus risqués, d'où le rendement plus élevé Mmh. aujourd'hui. Il y a pas de garantie sur le capital? Ou Non, il non? n'y a pas de garantie sur le capital, mais effectivement, nous travaillons sur la sélection de ces produits-là et sur l'allocation et la réallocation pour éviter effectivement les risques associés, puisque aujourd'hui, on va dire qu'on a des milliers de clients qui sont contents des produits qu'ils ont sur lesquels ils sont investis sur des maturités 3 ou 4 ans. Puisque nous, c'est de l'épargne et de l'investissement. C'est pas, essentiellement, comme certaines plateformes du trading, D'accord. sur ce genre de choses. Et donc vous intervenez aussi, vous avez une offre aussi en matière de crédit immobilier? Non, Non. le crédit est régulé, en France. Nous n'avons pas les licences nécessaires, mais un jour, on va dire, avec grand plaisir. On va dire que c'est sur la roadmap.
Alors toi, tu es un entrepreneur dans les fintech. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours? Donc tu es diplômé d'HEC, il me semble du MIT aussi, et tu as fait un parcours de banquier traditionnel avant de passer, du côté de la finance numérique? Oui, alors il est vrai que j'ai toujours, voulu travailler dans la finance. J'ai eu cette chance-là, où, parcours classique, classe prépa, grandes écoles, et après des 3 cycles, d'ailleurs qui m'ont été, heu, payés par mes employeurs, justement pour toujours être dans l'apprentissage. Effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que, on va dire, trader sur les marchés financiers, au sein d'une grande maison, Crédit Suisse, Mmh. qui a été absorbée maintenant, en 2023 par UBS. Et puis après, j'ai évolué dans différents postes de management, vente de produits structurés et dérivés. Puis j'ai fini, on va dire, ma carrière en tant que trésorier à une joyeuse période, qui était, la période 2008-2009, au moment de l'ensemble de l'explosion, enfin, j'allais dire La l'explosion, non, crise des voilà, subprimes la et crise où ouais, devant nos écrans, on se disait: c'est «C'est la fini, c'est la fin». fin du monde, Tous ouais. les jours tous les jours, c'est Ouais, la fin. ouais, ouais. Finalement, on est encore là, mais on n'est pas assez loin. Et alors, tu avais donc tu un homme de marché, enfin, tu as fait des produits structurés et cetera et puis progressivement, tu as glissé vers la gestion de patrimoine? Oui, après en changeant de maison, toujours suisse, le hasard a bien fait les choses. Je suis passé dans une maison iconique qui a plus de 200 ans et est spécialiste de la gestion de fortune, qui est la maison Pictet. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir, certain nombre de mandats pour des montants, relativement importants, ce qu'on appelle en anglais les ultra net worth individual, Mmh. donc des Et très très grands riche, je sais pas quelle est la barre, c'est au-delà de 30 millions de patrimoine, très grandes bon. fortunes, Mmh, entreprises et mmh. personnes privées. Un Et Pictet qu'on connaît bien parce qu'on le revenu, chaque année, récompense des placements, des produits financiers et notamment des fonds et SICAV et chaque année ou régulièrement, Pictet est récompensé. exactement, la qualité de la gestion d'actifs, est toujours là au niveau de leurs fonds. Et alors, tu es sur ce plateau en fait parce que, tu considères et on partage cette vision au revenu une gestion de patrimoine moderne est forcément digitale ou avec une dose de digitalisation. Qu'est-ce que c'est? Je pose une question très simple. Qu'est-ce que c'est pour toi une gestion de patrimoine moderne? Une gestion de patrimoine moderne, c'est de permettre à n'importe quel client de n'importe quelle maison de pouvoir se connecter à n'importe quelle heure et d'avoir la possibilité d'avoir un reporting relativement clair de ses avoirs, de ses risques, de pouvoir éventuellement, selon qu'il soit en conseil ou en mandat, un interlocuteur de qualité. Puisque souvent, dans la gestion de fortune, il fallait préparer les rendez-vous avec les PowerPoint et ainsi de suite. Aujourd'hui, la technologie, elle permet d'avoir une autre relation avec son conseiller, parce que tout est automatisé, et cette automatisation permet également, d'ouvrir, le champ des possibles aux clients en termes de produits. Et pour certains, c'était la barrière du montant ou de la connaissance qui était un blocage. Alors, avant de parler du produit quand même, je voudrais revenir sur cette relation, je dirais qui est, donc, à base, numérisée et qui permet en fait un suivi de son portefeuille et de son patrimoine presque en temps réel. C'est ça le progrès en fait, il y a une espèce de transparence, tandis qu'avant on avait un rendez-vous, un par trimestre, un rendez-vous par trimestre qui était préparé, on avait le PowerPoint, on avait la valeur de son patrimoine à un instant T, qui n'était déjà, sans doute plus valable le jour du Exactement. rendez-vous parce que les compteurs avaient été arrêtés 8 jours avant. Donc là, il y a une sorte d'immédiateté, et de transparence en fait dans la relation, avec le client. Exactement, Christian. Et en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est l'agrégation. Beaucoup de clients ont différents comptes un peu partout, Dans et différents établissements. dans différents établissements. Et on va dire plutôt de faire cette messe un peu partout, bah, maintenant, il y a des outils d'agrégation que mettent à disposition des banques ou certains établissements financiers spécialisés, où vous choisissez un agrégateur pour rassembler l'ensemble, de vos comptes patrimoniaux et de dire, bah, c'est à cet établissement que je donne la tour de contrôle, grosso modo, pour pouvoir faire le travail, de reporting.
Donc il y a Et les des gens acceptent. Non, il faut être très, très concret. Je suis dans une banque privée X, j'ai également un compte dans une banque privée Y et je vais donner la possibilité à la banque X de savoir quels sont les actifs que j'ai dans la banque Y les pour pouvoir faire un reporting global. les premières solutions fintech étaient et sont des agrégateurs. Sans les agrégateurs, ouais. Donc je peux en nommer un qui est une des premières fintech, qui date un peu maintenant, qui est Harvest, on va dire, Mmh. dans le monde de la gestion de patrimoine. Mmh. Il y en a d'autres, qui sont un peu plus modernes, et un peu plus récentes en termes de création. Mais oui, le premier abord, c'est de dire: «Bah non, j'ai pas envie». Mais après, vous voyez l'utilité, quand vous avez trouvé chaussure à votre pied avec le bon interlocuteur. Lui, ça vous fait ga c'est votre interlocuteur spécialisé gagne du temps et vous, ça, en tant que client, ça vous met plus à l'aise, plutôt que de fournir un certain nombre d'éléments, à chaque fois. Donc on voit bien cette relation, numérisée clientèle, numérisée. Est-ce que la blockchain va aussi, révolutionner, la gestion de patrimoine? Je le crois et je le pense, puisque déjà, avec, l'administration, Trump, heu, on a eu le passage du président, de la SEC nouvellement nommé en janvier dernier, qui a dit clairement lors d'une réunion de l'OCDE où certains d'entre nous, du monde de la fintech française étaient, qu'il souhaitait, ou son mandat, une partie de son mandat était de mettre les marchés financiers on-chain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir un sujet de blockchain des marchés financiers américains, avec un impact après avec tout son écosystème. C'est-à-dire les gestionnaires indépendants, les asset managers, les banques privées et on se dit, comme à chaque fois, que cette vague de changement et d'innovation qui vient des États-Unis viendra tôt ou tard, en Europe et en France, compte tenu de la taille de l'épargne. On ne peut pas non plus, passer à côté et oui, je crois qu'effectivement, la technologie blockchain va toucher la finance au sens large. Pour être très concret, tu re et rebondir sur cet exemple des bourses, est-ce que ça signifie que les bourses seront, désormais, la bourse française, la bourse, Wall Street sera désormais ouvert 24/24? Quelles conséquences très concrètes, ça pourrait avoir, si les bourses passaient à la technologie blockchain? Oui, au-delà Horaire d'ouverture et oui, au-delà? les heures d'ouverture, effectivement. La convergence et le mariage de ce qu'on appelle la finance traditionnelle, la TradFi, donc les produits qu'on connaît actuellement qui sont cotés, mais également les produits à base d'actifs digitaux où, comme on le fait actuellement sur des produits structurés, on pourra, on va dire, faire un mélange ou structurer les 2 à la vitesse, grand V d'un coup de clic, par exemple, sur une allocation d'actifs, certains peut-être, sociétés de gestion ou voire même, des grands gestionnaires d'actifs vont pouvoir, représenter leurs allocations via un token tout simplement ou, des actifs, illiquides, dits liquides en finance vont pouvoir devenir liquides. C'est-à-dire, du private equity, des produits immobiliers, ce genre de choses, sur un marché secondaire, où tout le monde pourra voir, Alors comment ça serait possible ça? Grâce à la tokenisation? D'accord. effectivement, vous prenez, un bien immobilier ou un actif quel qu'il soit, vous décidez de le tokeniser, et donc de le mettre sur une blockchain, avec un certain nombre de tokens, bon, divisé par 10, 100 ou que sais-je par rapport à la valeur. Via un smart contract, vous lui donnez un certain nombre de droits. Par exemple, pour un bien immobilier, c'est de toucher, des loyers, Mmh mh. ou pour une action, un certain nombre de rendements ou pas, hein, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Donc via les smart contracts qui sont, des contrats dits intelligents préprogrammés, et tout se fait en quasi automatique puisque, Mmh. c'est du code. Ce qui enlève, le problème des règlements livraison avec le settlement, les middle office ou les back office. Mmh. Tout ça, sont Alors faits ça automatiquement. serait demain, mais si on revient, aujourd'hui, quelles sont les grandes familles d'actifs digitaux? Aujourd'hui, les grandes, familles d'actifs digitaux, bon, ce sont les crypto-monnaies qui sont la conséquence de la blockchain avec, un numéro un que tout le monde connaît ainsi que la presse qui est l'or numérique avec le bitcoin. Mmh. En second, vous avez l'Ethereum, 3e plus ou moins selon, la
l'activité des marchés, vous avez Solana. Solana. Vous en avez 10 premiers que vous pouvez retrouver assez facilement sur des sites spécialisés. Ensuite, vous avez certains actifs, comme je vous l'ai dit. Là, l'intérêt de cette financiarisation ou de mettre la finance sur blockchain, c'est d'avoir des actifs classiques qu'on connaît, j'ai cité tout à l'heure, sur blockchain pour éventuellement les démocratiser. Je pense à des fonds de private equity. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de fonds de private equity qui réfléchissent à ce type de projet, des KKR, des Blackstone. Tout ça, ce sont des produits qui sont pour une certaine population, une certaine clientèle. La veuve de Carpentras n'y a pas accès. Mmh. Pourquoi pas demain? Ils Mmh. commencent à réfléchir dans les équipes, relations investisseurs ou ventes de dire: «Peut-être qu'on aurait une force de vélocité, plus importante». Les actifs immobiliers. Un actif immobilier, c'est malgré tout lourd, vous passez par, un notaire, c'est quand même pas évident, à changer de main, à vendre, ce genre de choses. Vous avez aussi des obligations. Il y a certaines obligations assez intéressantes dont le nominal est relativement important. Mmh. Mmh. Donc pareil, vous pouvez le subdiviser et après, le rendre disponible sur un marché Alors, secondaire. d'après toi, une gestion, de patrimoine moderne doit consacrer, quelle part en termes d'allocation d'actifs, quelle part consacrer, au bitcoin? Moi, j'estime c'est toujours une part dont on n'a pas besoin et qu'on peut perdre. Je prends juste l'exemple de BlackRock dans son allocation, Donc le plus gros gestionnaire mondial? voilà, l'allocation, on va dire tactique, pas stratégique parce qu'on est à 10 ans. Grosso modo, pour répondre à ta question, à chaque fois, c'est, dans cette allocation sur le support uniquement Bitcoin, il parle de 1 à 3 Ah, aujourd'hui. 3. Mmh. Donc par rapport à l'ensemble, du patrimoine et de l'allocation, qui est la partie cash, la partie action, Mmh. la partie obligataire, la Mmh. partie aussi alternative, hedge fund, ou voire même, immobilier, qui est relativement importante, en France. Bon, 1 à 3 c'est pas élevé, donc c'est quelque chose qu'on peut oublier ou voire même, quand c'est en forte baisse, ne pas en avoir besoin. Mmh. Et toi, tu recommandes plutôt, d'investir en direct ou d'investir par des produits intermédiaires? On sait que alors tout à l'heure, hors antenne, on parlait effectivement, des ETF spot américains, qui répliquent le cours du billet, mais qui ne peuvent pas être achetés quand même par des investisseurs, européens. Mais, heu, investissement plutôt en direct ou par l'intermédiaire de fonds? Qu'est-ce que tu recommandes? Voire même d'ailleurs, on peut acheter des actions, de Bitcoin Treasury Company. Exactement, qui sont des Comme B proxys. Capital en France. Ouais, alors celle-là Capital B. exactement, je suis un peu moins fan de ça. Pourquoi? Parce que souvent on oublie, le cœur de métier de l'entreprise Mmh. et souvent il y a les sociétés de recherche, d'analyse, aujourd'hui se posent la question, on le voit dans les sociétés d'indices, peut-être de séparer on va dire le côté, exploitation de l'entreprise, voir ce qu'ils font sans cette partie, OK, donc plutôt investissement en direct ou investissement, trésorerie, via des oui, fonds? parce que c'est vrai que ça, comme on dit un peu chez les jeunes, ça fait un peu le FOMO, sur les marchés et ça, ça met un peu de brouillard de mon point de vue. Et après sur les sous-jacents que tu viens de citer, c'est un peu, tout dépend de l'appétit du risque, de tout à chacun. Tout le monde est appelé à l'appât du gain, mais quand on met son pied dedans, après ça peut être, vite compliqué, quand on n'a pas la bonne éducation. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier, si les les produits, sont validés par, les Au autorités de régulation. Autoriser la commercialisation en France, bien sûr, ça c'est un Exactement, b.a-ba. Ouais. pour être bien protégé, Mmh. donc c'est la protection de l'épargnant et voir après, avec, l'indice de risque, heu par rapport à ce qu'on appelle les KYC, les Suitability and Appropriateness, Mmh. où est votre risque et ce qui vous permet, de souscrire à tel ou tel produit dont le sous-jacent est, un actif digital. Et alors quels sont je dirais, quel est le profil un peu de l'investisseur qui s'intéresse aujourd'hui, à ce type de produit, d'épargne? Ce produit d'épargne, ben, on a souvent des personnes
qui sont à l'aise, Mmh. financièrement, on Mmh. va dire des CSP+, Mmh. qui se sont, renseignés, qui ont creusé un peu le sujet, et qui, dans une volonté de diversification patrimoniale, mettent des tickets, on va dire, qui sont, plus ou moins, conséquents. Quand je dis conséquent, c'est le prix d'une voiture neuve, Mmh. par exemple, pour construire une petite position à la hauteur de leur Dans le patrimoine, patrimoine, ouais. tout simplement. Donc, sur différents types de sous-jacents digitaux. Alors, est-ce que tu penses si quelle place, et on va terminer là-dessus, sur la place de l'humain dans, d'ici quelques années, quand on se retrouvera d'ici quelques années, tu penses que quelle sera la place de l'humain en gestion de patrimoine? Est-ce qu'elle restera, significative, ou est-ce que tu penses que pour, tout un pan, des épargnants, notamment, ceux qui ne sont pas richement, dotés, est-ce que tu penses que l'humain va conserver une place importante? Je je pense et je veux croire, bon, nul n'est prophète, dans son pays, que l'humain va avoir une valeur ajoutée, mais comme mentionné tout à l'heure, son son rôle va être modifié. Il sera moins, on va dire dans l'exécution de certaines tâches qui peuvent être automatisées, réalisées, par la technologie et Reporting? voilà exactement, le reporting, récupérer, un certain nombre d'informations. Il va magnifier effectivement le conseil au sens noble par rapport à la connaissance qu'il a, on va dire intime du client, sa proportion au risque, son objectif, aussi patrimonial, acheter une maison, partir en vacances, pour les plus riches, peut des fois acheter une entreprise ou changer de vie, passer, je sais pas, du salariat à l'entrepreneuriat, par Mmh. exemple. Mmh. On se dit, selon les différentes études, que les Français, vont accélérer ce mouvement, quitter le salariat pour passer entrepreneur. Donc tout ce genre de choses, ça se prépare en termes de gestion de patrimoine et Mmh. c'est là où le côté expérience, du conseiller va être utile, dans cette relation et cet échange La avec les objectifs. digitalisation va magnifier le conseil. J'adore l'expression, mais j'avais prévu de terminer le podcast là, mais j'ai quand même encore une dernière question. Il y a un sujet, numérique, et un lien entre le numérique et le patrimoine dont on n'a pas parlé, c'est les robots advisors. Est-ce que toi, tu penses que, les algorithmes, peuvent, magnifier justement la gestion, d'un portefeuille boursier? En tout cas, pour l'avoir connu plus dans un monde un peu plus agressif, bon, salle de marché, le rôle des algorithmes, hem, je pense qu'il peut améliorer effectivement la gestion de portefeuille, au niveau, risque, notamment. Peut-être pas forcément au niveau, performance, parce que la performance est la conséquence de beaucoup de données qu'on ne maîtrise pas. On Mmh. voit aujourd'hui, par exemple avec l'administration Trump, des événements conjoncturels, qu'on n'anticipe pas. Covid, crise financière avec un déclenchement rapide, Mmh. ou ce genre de choses. Mais par contre, en termes de gestion de risque, la, mmh, on va dire les algos ont montré leur, Oui, tu peux optimiser la le rendement, rendement risque grâce aux algos plus que la performance, absolue, quoi. exactement. Mmh. C'est ce que j'ai pu en tout cas voir dans ma carrière, notamment avec, des gros, consommateurs d'algos que sont les hedge funds, quantitatifs. Mmh. Ben, Xavier, c'est merci beaucoup. Merci d'être venu, sur le plateau, du Revenu, TV. Xavier Gomez, ancien banquier, entrepreneur dans les fintech et donc directeur des opérations, chez, Vincelian. J'espère qu'on aura l'occasion, de redébattre, c'est vrai, de ce sujet passionnant, de la finance traditionnelle et puis de la finance digitale et comment, les 2 peuvent je dirais s'articuler, pour, augmenter, la performance de votre argent et s'assurer que vous ayez bien des placements qui répondent à votre profil. Je rappelle quand même une règle de base en 2026 comme en 2025, d'ailleurs, ce sera la même chose en 2027: diversification, diversification, diversification.